super contente de vous retrouver aujourd'hui à mon retour de vacances pour vous parler de mes 8 dernières lectures. Je ne les classe pas par préférence cette fois-ci parce que tous ceux que j'ai aimés c'est hyper dur de les classer, en fait ils sont différents donc c'est un peu difficile, mais je vais commencer par vous présenter mes 2 déceptions, comme ça ce sera fait et après on passera aux pépites parce qu'il y en a beaucoup. J'ai eu 2 déceptions cet été. La première c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié aux éditions 10-18, un livre dont j'attendais énormément puisque vous l'avez vu dans ma pile à lire d'été, j'étais hyper contente de le lire enfin et quand je me suis lancée je me suis dit ça y est je me lance et tout. Ce livre m'était un petit peu promis comme un Cluedo géant parce que on suit l'histoire de Evelyn Hardcastle qui est assassinée et Aidan Bishop il a quelques heures pour trouver l'assassin, sinon sans cesse il revit la même journée jusqu'à retrouver l'assassin. Sauf que j'ai lu 200 pages à peine et j'ai fini par abandonner ma lecture. Ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine, abandonner ses lectures, parce que c'est quelque chose dont j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de faire davantage. Donc je n'ai pas fini ce livre mais je vous en parle quand même parce que ça me semble important de vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Au niveau de l'histoire, enfin je trouvais qu'il y avait, c'est une enquête donc évidemment il y a un peu de suspense tout ça, mais j'avoue que déjà ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Alors c'est un sacré pavé, hein, il y a 600 pages, j'en ai lu 150-200 donc je n'ai lu qu'un tiers du livre, mais c'était déjà très long. Moi je m'attendais à ce que l'enquête ça prenne tout de suite et en fait non, on a beaucoup de présentations de personnages et en fait c'est assez long parce que le personnage principal se réveille dans des corps différents à chaque fois. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler si vous voulez le lire, mais du coup on a plein de personnages et surtout on a un personnage qui est gros, qui est obèse et en fait le personnage qui se réveille dans les corps des autres va se réveiller dans ce corps gros obèse, mais son discours vis-à-vis de ce corps est absolument horriblement grossophobe. Vraiment j'ai été choquée par ce que j'ai lu et c'est absolument pas remis en question. Il y a juste un énorme jugement porté sur les personnes obèses et j'ai pas compris comment ça pouvait être écrit de la sorte sans jamais que ce soit remis en question ou qu'on puisse se dire bon bah c'est pas normal d'écrire ça sur quelqu'un de gros. J'en parlerai davantage dans ma vidéo la semaine prochaine sur tout ce qui concerne la grossophobie etc, donc ne vous emportez pas en commentaire, regardez ma vidéo la semaine prochaine et on débattra sous ma vidéo la semaine prochaine. Mais du coup c'est ce qui fait que je n'ai pas pu continuer, j'étais en mode non là c'est trop pour moi, ça ne me plaît pas du tout, les discours sont beaucoup trop dans le jugement, c'est presque de l'intolérance envers les personnes grosses, enfin vraiment ça m'a stoppé net. Déjà plus j'avançais et plus je me disais oh je m'attendais pas à ça, mais alors avec les discours grossophobes boum ça a fait stop direct. Je n'ai donc pas fini, mais honnêtement vu tous les messages que j'ai reçus de gens qui m'ont dit moi je me suis accrochée jusqu'au bout et en fait bah j'ai trouvé que bof quoi dans tous les cas, même sans parler de ce qui est grossophobe. Je me suis dit bon bah au final j'ai bien fait d'arrêter. Et autre déception de cet été, c'est Kérosène de Adeline Dieudonné, publié aux éditions L'Iconoclaste et qui est sorti au mois d'août dans la collection Proche, donc au format poche. La couve est super jolie en poche. Je suis fan de la couve mais moins du livre malheureusement. Kérosène il est présenté comme le livre qui raconte plusieurs personnages qui vont se croiser autour d'une station-service. Parce que la station-service la nuit il y a toute une ambiance, toute une atmosphère et on se dit effectivement c'est ça qui est intéressant dans ce petit recueil de nouvelles, c'est que chaque personnage qui se croise finalement a une histoire dont on ne sait rien et il y a une ambiance particulière qui fait que l'autrice voulait écrire sur ces endroits là, sauf qu'on nous le vend un peu en mode une minute encore et tout bascule. Enfin je me suis dit ouais il y a vraiment un truc qui va se passer et tout, et en fait c'est plutôt un recueil de nouvelles comme je vous l'ai dit précédemment, ce que je ne pensais absolument pas, c'est à dire que même s'il y a parfois des petits liens entre les différentes nouvelles et les différents personnages, finalement ça reste des nouvelles qui n'ont pas forcément de sens ou de lien entre elles, enfin ça va pas dans une direction précise et moi j'avoue que je m'attendais vraiment à une histoire, beaucoup de suspense, le une minute et tout bascule, j'étais en mode ouais il va se passer un truc et tout, oui il se passe un truc mais en fait comme c'est des nouvelles on n'est pas tant dans l'histoire que ça, enfin je trouve que on va plus contempler chaque chemin de vie, chaque passé de chaque personnage sans que du coup l'événement déclencheur et tout ça ne soit si surprenant que ça, enfin je sais pas comment le dire. Et puis surtout c'est très glauque, très glauque, mais vraiment du glauque un peu trop gratuit à mes yeux et c'est vraiment ce qui m'a perturbée, enfin vraiment des fois c'est juste hyper gênant. Mais il n'y a pas d'utilité à cette gêne, enfin vraiment c'est juste du gore et du glauque gratuit et ça j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais, enfin pour moi quand c'est glauque comme son précédent roman La Vraie Vie que j'ai adoré, quand c'est glauque mais que ça a du sens, enfin je veux dire que ça sert à l'histoire on va dire, ok, mais quand c'est glauque et que ça ne sert pas du tout à l'histoire, je comprends pas le but. Enfin ok on s'en souvient à vie, il y a plein de gens qui m'ont mis sur Instagram moi en fait j'ai été traumatisée à vie, je m'en souviens trop bien de ce livre mais j'ai pas aimé quoi. Mais du coup c'est dur de se faire sortir certaines images de notre tête et en effet vraiment là-dedans accrochez-vous si vous le lisez parce que waouh. Malheureusement même si l'autrice écrit très bien, ça vraiment il n'y a pas de problème, j'ai été happée par l'histoire et j'ai fini les petites nouvelles toujours avec passion et avec envie d'en savoir plus parce qu'elle écrit super bien et que moi j'aime bien le côté glauque malgré tout, donc j'avais envie de savoir jusqu'où ça allait aller. Mais à la fin voilà j'en suis ressortie avec cette impression de
ouais bah tout ça pour ça un petit peu, enfin dommage, j'aurais pu avoir plus et j'aurais voulu plus. Passons maintenant à ce plus que je recherchais, puisque il n'y a que des pépites dont je vais vous parler ensuite. Il y en a des plus pépites que d'autres évidemment, mais je suis contente, que des bonnes lectures que je vais vous montrer. Je commence par LX18 de Kamel Benahouda, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai lu il y a quelques temps, mais en fait j'ai oublié de le mettre dans ma précédente vidéo sur mes lectures, vraiment cassos. Donc je vous en parle maintenant. C'est un roman hyper passionnant que j'ai découvert avec grand plaisir et qui raconte l'histoire de notre monde. En gros c'est notre monde, mais où il y a pas mal de guerres qui se déclarent. Bon bah en fait c'est notre monde. Lol. Et donc pour pallier à ce problème, l'État crée une armée d'humains mais qui sont génétiquement modifiés pour ne ressentir aucune émotion et être juste formés et formatés au combat. Donc on va suivre le personnage de LX18 qui est un combattant, il n'a aucune émotion, il va mourir pour sa patrie s'il le faut, mais voilà, il est formé à ça et sans émotion évidemment c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir peur de la mort. Sauf que soudainement un accord de paix est signé et LX18 va devoir s'intégrer à la vie sociale parce que sinon ils seront détruits. Donc autant vous dire que ça a l'air d'être clairement une immense tuerie en fait, hein. Si ces altérés, c'est comme ça qu'on les appelle, ne se mêlent pas à la vie active et sociale des êtres humains normaux. Et donc LX va rentrer au lycée avec d'autres de ses camarades qui eux non plus n'ont jamais ressenti d'émotion. Il va rencontrer Amir, Philomène et petit à petit il va s'intégrer à cette vie humaine et peut-être commencer à ressentir des émotions, mais est-ce que ça ne serait pas dangereux pour lui de commencer à ressentir tout ça, que ce soit vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis de l'état, du système, de la société? J'en dis pas plus, c'est hyper addictif, hyper intéressant. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé hyper profond dans sa manière d'aborder certains sujets comme l'humanité, évidemment, les émotions, montrer que parfois certaines personnes se pensent plus humaines que d'autres alors qu'en fait elles le sont beaucoup moins, etc. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant, hyper riche, hyper original. J'avais rien lu de la sorte. C'est une dystopie un petit peu, hein, mais qui vraiment va évoluer avec son personnage, puisque comme on suit LX18 au tout début, il ne ressent aucune émotion et nous on va la voir cette évolution du personnage qui peu à peu ressent, et donc dans sa manière même de raconter les faits, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui se passent. Puis j'ai lu L'année solitaire de Alice Oseman, publié aux éditions Nathan, ou devrais-je dire relu, parce que je l'avais lu il y a 7 ans, lors de sa sortie originale. Sauf qu'à l'époque Alice Oseman n'était pas du tout connue et moi j'avais lu L'année solitaire, j'avais beaucoup aimé quand j'étais ado, j'avais trouvé ça assez marquant, choquant, et mais je me souvenais pas de grand chose. Et il s'avère qu'Alice Oseman a grandi, a sorti Heartstopper qui a un succès phénoménal, et du coup L'année solitaire a été revue par l'autrice, c'est-à-dire qu'elle a revu certaines choses, réécrit certains passages pour que ça corresponde plus à sa mentalité actuelle, que ce soit plus inclusif, plus engagé, et les éditions Nathan ont donc réédité le livre. En plus évidemment autant vous dire qu'avec la sortie de Heartstopper en série et tout, il fallait rééditer les livres d'Alice Oseman pour le marketing tout simplement aussi. Et donc il est ressorti avec une sublime couverture et je l'ai relu et je l'ai beaucoup aimé encore une fois, même si en grandissant il y a des choses que j'ai plus ou moins aimé justement. C'est donc l'histoire de Tori Spring qui est la sœur de Charlie dans Heartstopper. Elle est au lycée et en fait il va y avoir au lycée un truc un peu étrange, un site qui va sortir et qui s'appelle Solitaire. Ça a l'air d'être un collectif qui veut faire passer des messages par des actions au sein du lycée, par exemple pirater les ordinateurs, filmer telle personne, etc. Sauf que ça devient de plus en plus bizarre, voire même dangereux ce collectif, et Tori Spring, bah à côté de ça, à côté de Solitaire, elle a aussi beaucoup d'émotions à gérer. Le fait qu'elle s'éloigne de plus en plus de sa meilleure amie sans forcément s'éloigner physiquement, mais elle a l'impression que mentalement il y a plein de choses qui se jouent. Le fait que son frère Charlie est une personne extraordinaire mais qu'il ait aussi beaucoup de failles et que ça la touche particulièrement. Le fait qu'elle rencontre Michael Holden, mais tout le monde lui dit qu'il est pas très recommandable, mais elle s'accroche de plus en plus à lui. Et le fait qu'elle retrouve un ami d'enfance, Lucas, qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie. Et voilà, il y a beaucoup de choses à gérer pour elle, surtout beaucoup d'émotions négatives dont elle ne parle pas, qu'elle n'arrive pas à expliquer ou à exprimer. Et donc c'est aussi un livre qui aborde beaucoup de choses sombres, que ce soit les troubles obsessionnels compulsifs, les maladies mentales, les troubles du comportement alimentaire, la dépression, les tentatives de suicide. Donc c'est vraiment un livre qui est assez difficile, beaucoup plus dur que Heartstopper, mais que je trouve hyper intéressant dans les réflexions justement. On sent que le personnage de Tori Spring est vraiment
habité par toutes ces pensées sombres, mais on sent aussi que c'est très juste, très réaliste. On vit son anxiété et sa dépression et on ressent, enfin on comprend aussi certaines choses et j'ai trouvé ça très fort. Les phrases sont très marquantes, très justes, très poignantes et c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander si c'est un sujet qui vous intéresse, mais ça reste sombre, je préfère le préciser. Puis j'ai lu Les Premiers Plans de Rémi Giordano, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur, une collection, vous le savez, que j'adore et qui parle de sexualité pour les adolescents et les jeunes adultes. Et donc dans cette histoire on suit Alexis qui est passionné de cinéma et qui pour occuper son été veut tourner un court métrage avec sa meilleure amie, sauf que tous les deux ils sont pas satisfaits du résultat et ils vont apprendre que près de chez eux il y a un vrai tournage avec des vrais acteurs de ouf et tout et ils décident d'essayer de se greffer au tournage pour pouvoir y participer à leur manière, que ce soit pour faire de la figuration, aider, enfin bref, ils veulent à tout prix y aller. Sauf que Alexis, sur ce tournage, va rencontrer Mathéo et ça va donc aussi être, en plus de sa première participation au tournage d'un film, ça va aussi être son premier amour, ses premiers émois et ça lui promet d'ailleurs un été brûlant, digne d'un scénario de film, c'est écrit dans le résumé. J'ai trouvé que c'était un livre très intense, que ce soit sur les questionnements liés à la sexualité, aux premières émotions amoureuses, il y a plein de choses autour de ça mais je vous en dis pas plus parce qu'il y a quand même un certain suspense aussi dans cette histoire au niveau de la romance, tout ça, mais on voit que Alexis se découvre l'autre, enfin il y a plein de choses qui se passent dans cette histoire et qui mettent en avant aussi l'importance de l'amitié et j'ai trouvé ça hyper beau, mais surtout beaucoup de références cinématographiques et ça c'est très chouette parce que ça ancre d'autant plus le livre dans notre réalité puisqu'on a plein de références de films, de séries et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'art du coup dans cette histoire et ça permet aussi d'avoir de s'y sentir appartenir parce que parfois on a vu tel film comme les personnages, on a pensé ci, eux ils ont pensé ça et j'ai trouvé que c'était d'autant plus fun à lire, ça rend la lecture plus chouette et je vous le recommande pour ça. Si vous aimez l'art, le cinéma, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous plaire, mais voilà il y a aussi du sexe, mais pour moi ça reste un des plus soft de la collection L'Ardeur, donc si vous voulez commencer à lire des livres un petit peu érotiques sans que ce soit trop sexuel, hard, celui-ci il peut être vraiment pas mal pour vous, je pense. Après c'est mon avis, hein, je veux pas, il y a du sexe quand même, mais c'est pas trop et c'est pas tout le temps. On arrive à mon coup de cœur de l'été, je pense que QI est une de mes meilleures lectures de l'année 2022, je vous le dis déjà, retenez parce que s'il n'est pas dans mon top de l'année, il s'est passé quelque chose. Donc QI de Christina Dahlscher, publié aux éditions Nil, c'est la même autrice que le roman Vox que j'avais déjà adoré, mais là je suis trop contente parce que QI me donnait encore plus envie. Enfin quand j'ai vu le résumé je me suis dit oh, mais ça a l'air encore absolument incroyable, enfin elle fait des dystopies incroyables cette autrice et donc je me suis lancée et waouh j'ai adoré. C'est l'histoire d'un monde, notre monde, qui a très vite basculé dans un monde où le potentiel de chaque enfant est calculé sans cesse selon la mesure du quotient Q. Le QI, hein, vous avez compris. Plus vous avez un score élevé, plus vous pouvez fréquenter des très bonnes écoles, les écoles argentées. Plus vous avez des scores bas, plus vous pouvez aller dans un internat fédéral. On sait pas trop où ils sont, on sait pas trop ce qui s'y passe parce que les parents peuvent voir leur enfant qu'une fois tous les 2 mois. Enfin bref, c'est vraiment loin, c'est vraiment pas pratique. Et on va suivre le personnage de Elena Fairchild qui est enseignante et qui a toujours défendu ce système justement élitiste parce que pour elle, c'était hyper important qu'on vive dans une société où les plus intelligents sont récompensés et où les moins intelligents ne font pas trop partie de la société. En tout cas on les voit pas trop. Ce qui est assez horrible, mais plus on plonge dans cette histoire, plus on comprend que Elena dans son passé, on comprend ce qui l'a mené à avoir cette manière de penser et même ce qui a amené ce système à prendre place dans notre monde. Sauf que Elena, qui a toujours défendu ce système, soudainement elle va tomber de très haut puisque sa plus jeune fille va rater ses tests et être envoyée dans une école fédérale en internat et là Elena va remettre en question toutes ses certitudes sur cette société parce que soudainement elle se dit que quand ça la touche elle, elle est juste pas d'accord avec ça, que sa fille c'est pas parce qu'elle a raté un test qu'elle est plus bête que les autres et c'est pas parce qu'elle a raté un test qu'elle mérite moins de vivre dans cette société que les autres. Et c'est hyper intéressant parce que dans ce livre on parle de tout ce qui est les quotients intellectuels etc, ce que ça peut vouloir dire ou pas, enfin c'est vraiment hyper intéressant parce que on décortique un petit peu tout ça et on se rend compte de comment un système peut être mis en place et comment une société peut très vite dégénérer dans une société, une dictature, une société totalitaire etc. C'est donc une dystopie terrifiante qui parle d'eugénisme et je peux vous dire que c'est hyper terrifiant ce qu'on lit. Il y a quand même beaucoup d'inspiration de faits réels qui sont pas si vieux que ça et l'autrice en parle très bien, d'ailleurs à la fin elle en parle aussi, donc je ne peux que vous recommander cette histoire que j'ai trouvée passionnante. En fait pour moi c'est juste le genre de livre qui fait tellement réfléchir qu'on ne peut que le lire et que le conseiller parce que c'est hyper intéressant, ça
Je trouve que ça fait ressortir pas mal de vices de notre société aussi. Ça fait réfléchir, ça fait peur aussi. On n'est pas loin de certaines choses parfois, donc il faut changer encore certaines choses. Et ça parle beaucoup de diversité, d'inclusivité, etc. Parce que justement, dans ce genre de société, la diversité ça n'existe pas très souvent. Puis j'ai lu un roman que j'ai adoré aussi, Désenchantée de Marie Vareille, publié aux éditions Charleston. À chaque fois que Marie Vareille sort un nouveau roman, j'ai trop envie de le lire. Et là vraiment le résumé me donnait super envie parce qu'on nous explique que Sarah Leroy, elle a disparu à 15 ans et c'était il y a 20 ans. Et ça avait beaucoup fait parler parce que à l'époque, son corps n'avait jamais été retrouvé, mais tout le monde était en mode oh mon dieu, comment on a pu faire ça à une jeune fille, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi on ne l'a jamais retrouvé. Et 20 ans plus tard, on va suivre donc le personnage de Fanny qui revient dans les lieux où s'est passé ce drame. Et ça va lui faire remonter des souvenirs pas très agréables parce qu'elle se dit que peut-être que la personne qui a été envoyée en prison n'était pas vraiment le coupable du meurtre de Sarah et que peut-être que Fanny a caché certaines choses sur sa sœur et la bande de filles qui l'accompagnaient qui se faisaient nommer les Désenchantées. Et dans cette histoire on va suivre justement ces adolescentes, leurs premières histoires, leurs premières disputes, leurs premiers secrets, les serments d'amitié, etc. Et j'avais donc hâte de plonger dans cette histoire parce que les amitiés féminines, tout ça, je trouve ça absolument passionnant. Et d'ailleurs c'est pas mal discuté dans ce livre parce qu'il y a une des mères qui a son avis sur la question sur les amitiés féminines qui se créent mais qui se brisent ensuite, etc. Pourquoi les filles on dit toujours qu'elles sont plus chiantes que les mecs alors que c'est pas du tout vrai, et en même temps si c'est vrai c'est à cause de la société que c'est vrai parce qu'on nous forge à ça. Enfin bref, hyper intéressant comme thématique, comme sujet. Donc c'est un roman très féministe, très passionnant parce que bah on a quand même une intrigue tout le long qui est hyper palpitante. On se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Sarah Leroy, pourquoi les personnages sont liés en fait. Et surtout Fanny qui donc revient sur les lieux du drame, elle y vient avec sa belle-fille avec qui le courant passe pas trop. Et j'ai beaucoup aimé aussi ces relations belle-mère, belle-fille, mère-fille, les relations familiales, etc. C'est hyper intéressant aussi et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment j'ai été passionnée par l'histoire du début à la fin et très émue aussi, donc j'espère que ce sera de même pour vous. Je me suis pas doutée de la fin mais il y a des moments où j'ai commencé à me dire on a pas mal de petits indices là, et là je me suis dit Eureka, je sais qui a tué Sarah Leroy. J'espère que vous serez comme moi. Ou pas. Et enfin on arrive à ma dernière lecture de l'été. Enfin ce n'est pas ma dernière lecture de l'été puisque nous ne sommes que mi-août, donc il reste encore plein de livres à lire pour cet été jusqu'au 21 septembre. 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse, et donc ma dernière lecture lorsque je vous tourne cette vidéo. Et j'ai adoré ce roman. Je suis trop contente parce que Manon Fargeton je l'ai découverte avec Aquarêve les étoiles et ça avait été vraiment pour moi une révélation. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman qui m'avait beaucoup fait pleurer, beaucoup ému. Enfin vraiment un livre que j'avais trouvé incroyable. Manon Fargeton écrit super bien ses personnages, les incarne à la perfection. Et du coup je me suis dit mais il faut que j'en lise d'autres de cette autrice parce que là j'en ai pas lu assez d'elle. J'avais celui-ci qui traîne depuis 2-3 ans dans ma pile à lire et je me suis dit là j'ai envie de le lire. J'avais envie de lire des petites choses un peu post-apocalyptiques, tout ça, hein, vous l'avez remarqué avec QI, tout ça. C'est l'histoire de 2 lignes d'explosion qui ravagent la planète Terre. Donc en gros de chaque côté de la planète il y a des lignes d'explosion qui se rapprochent comme ça sur 10 jours. Donc évidemment les premiers qui les ont subis sont juste morts d'un coup, mais ensuite ça s'approche et le milieu de notre planète, en tout cas comme nous en France on la voit, bah c'est là que les 2 lignes d'explosion vont se rejoindre et on va suivre 6 hommes et femmes qui à la base n'avaient rien en commun mais dont les chemins vont se croiser. Pas forcément tous au début du livre mais au fur et à mesure ils vont se rencontrer, se croiser, faire un bout de chemin ensemble et potentiellement essayer de trouver une solution, même si évidemment ça semble compliqué puisque tout le monde n'a plus aucune solution et on a l'impression que juste la Terre est vouée à exploser dans son entièreté sans laisser aucun humain vivant. Et j'avoue que le côté apocalyptique me donnait super envie, j'avais bien envie de savoir comment Manon Fargeton avait écrit cette histoire et elle est hyper douée. Enfin vraiment en finissant ce livre je me dis c'est pas un coup de cœur parce que c'est comme ça et que parfois on n'a pas la petite flamme en plus vous voyez, mais vraiment c'est une excellente lecture que je ne peux que vous recommander si vous aimez le style un peu apocalyptique parce que vraiment ce livre est passionnant, on a trop envie de continuer et surtout les personnages sont si bien écrits, si bien créés, si bien pensés, si réalistes, si juste, si incarnés. Enfin vraiment c'est un réel plaisir de les rencontrer, d'en apprendre plus sur eux, d'être profondément touchée par ce qu'ils ont pu vivre par le passé, parce qu'ils vivent au présent aussi. Et vraiment j'ai adoré ça, j'ai adoré les rencontrer, les liens qui vont exister entre eux, tout ce qui va se passer pour ce petit groupe qui va au fur et à mesure grandir, rapetissir, grandir, etc. Et vraiment c'est une super histoire pour ça. C'est une histoire très humaine finalement sur les liens entre les humains. Ça questionne aussi
aussi beaucoup parce que la fin du monde, qu'est-ce que ça amène, quelles sont nos envies ensuite, quelles sont nos pensées, quels sont nos objectifs une fois qu'on sait qu'on va mourir dans 10 jours, qu'est-ce qu'on veut en faire de ces 10 jours, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne peux que vous recommander de le lire si vous avez envie d'un livre juste palpitant, fascinant et émouvant aussi. J'ai été très émue par certains passages, par certains personnages aussi qui ont totalement pris mon cœur, donc vraiment n'hésitez pas à lire ce livre, il est génial. Et vraiment Manon Fargeton, 10 sur 10. Elle va bientôt faire partie de mes auteurs-autrices préférées, je pense. Et voilà pour mes 8 dernières lectures. J'espère que cette vidéo, j'ai lu mes versions grand format. Maintenant je fais un peu des grands formats, ça va dépendre. Des fois je ferai des petits formats, des fois des grands formats. Écoutez, voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres qui vous font le plus envie parmi ces 8. Et si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me partager votre avis comme d'habitude. J'en profite pour vous dire que pour mes 100 000 abonnés que nous avons donc fêté la semaine dernière, et merci pour tous vos messages, ma copine Christiane Tran m'a fait la surprise de m'offrir une boîte avec des lettres de vous et des vidéos de vous sur une clé USB, et tout est à retrouver sur sa chaîne YouTube dans sa vidéo du jour parce qu'elle explique toute la préparation de cette surprise, ma réaction, je me suis filmée et tout pour vous montrer comment j'ai réagi. Mais du coup 1000 fois, enfin 100 000 fois merci même d'avoir participé à cette surprise si vous y avez participé, et dans tous les cas 100 000 fois merci d'être là, 100 000 fois merci de faire partie de ces 100 000 abonnés, et pour tous vos messages de félicitations depuis la semaine dernière. Je vis sur un petit nuage depuis et j'aimerais bien y rester sur ce petit nuage. Merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là, et on se retrouve bientôt avec le trophée des 100 000 parce que quand je vais le recevoir, autant vous dire que je vais vous spammer. Bisous.